ateliers trajectoire durable sur le thème de la CSRD. Nos ateliers trajectoire durable, pour rappel, nous les organisons tous les mois, tous les derniers jeudis du mois en général, de manière à vous apporter des solutions très concrètes sur un sujet lié à la RSE. Donc, ce mois-ci, nous avons la chance d'accueillir Ludovic et Valérian de chez R3 qui se présenteront tout à l'heure pour vous expliquer effectivement comment R3 peut apporter des solutions à nos adhérents. Donc, la CSRD, ça fait un moment que l'on en entend parler. Tout le monde se pose beaucoup de questions. De quoi s'agit-il? Quelles sont les obligations? Et donc, le déroulé de ce webinaire va se passer en deux parties. Une première partie qui sera vraiment sur les aspects légaux, d'un point de vue légal, en quoi les entreprises sont concernées. Mais au-delà de ça, et comme le nom de ce webinaire l'indique, en fait, ce dispositif va impacter l'ensemble de nos entreprises, de nos adhérents. Et donc, on vous expliquera tout cela dans un deuxième temps. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous d'être là. Je vais tout de suite passer la parole à nos deux experts, donc Ludovic et Valérian, qui vont pouvoir vous présenter. Alors, tout d'abord, vous présenter vous-même et puis nous dire dans un premier temps de quoi s'agit-il, c'est quoi cette CSRD et comment R3 peut aider nos adhérents et accompagner les entreprises sur ce sujet-là. Merci beaucoup Christine, merci. Enchanté d'être avec vous ce matin. Donc rapidement, je me présente Ludovic Flandin, je suis directeur adjoint donc, du conseil de R3 dont Valérian va vous dire quelques mots. J'ai été pendant une dizaine d'années directeur RSE dans différentes entreprises et je me suis spécialisé sur la CSRD, cet éléphant dans la pièce, depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc ravi de pouvoir parler de ça avec vous dans le cadre de notre partenariat avec Mobiliance. Tout à fait, enchanté également. Donc Valérian Dunoyer, manager dans les équipes RSE Innovation, donc dans l'équipe de Ludovic. Je m'occupe principalement aujourd'hui dans mon quotidien d'accompagner les entreprises pour structurer leur stratégie RSE, leur feuille de route RSE, et puis aujourd'hui avec ce gros sujet de la CSRD qui permet d'encapsuler tous ces sujets-là. Et puis auparavant, j'ai passé près de 5 ans en cabinet de conseil, plutôt en transformation digitale, accompagnement dans l'innovation. Et puis le sujet de la RSE est devenu de plus en plus prégnant à la fois côté business et puis aussi au niveau personnel. Donc ça fait maintenant près d'1 an et demi que je traite uniquement de ces sujets RSE et sa structuration. Donc, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Juste un petit complément dans l'invitation, je ne sais pas si vous avez vu, mais effectivement, nous avons également Calix, la société Calix Conseil, qui est une filiale de Mobiliance, comme vous le savez, que vous connaissez peut-être également, puisque Calix travaille beaucoup avec nos adhérents sur un certain nombre de sujets liés à la prévention des risques au niveau social, environnemental et RSE, et donc sur la CRD aussi. Voilà, et qui connaît bien nos entreprises. Donc voilà, c'est bien en lien avec Calix et R3 que nous souhaitons pouvoir apporter toutes les réponses à nos adhérents pour les aider à mieux maîtriser ce sujet. Et donc, je repasse tout de suite la parole à R3. Et donc, voilà, comment est-ce que vous pouvez aider nos adhérents et les entreprises sur ce sujet de la CSRD et déjà, de quoi s'agit-il aussi? Tout à fait. Oui. Vas-y, Valérian, pardon. Oui, pardon. Du coup, peut-être avant de rentrer directement dans la CSRD très rapidement pour que aussi vous puissiez nous situer. Aujourd'hui, le rôle d'R3, donc on a un cabinet spécialisé évidemment dans la transition écologique et sociale. On se positionne principalement, on travaille sur 3 pôles d'expertise. Un pôle RSE dont on représente les activités, un pôle décarbonation, donc vraiment le sujet de
principalement de réalisation de bilan carbone, mise en place de stratégies de décarbonation. Et on le verra, c'est directement lié aujourd'hui à la CSRD, notamment sur les enjeux environnement. Et puis, tout un pôle sur la performance énergétique, donc comment on accompagne nos clients pour réduire la consommation énergétique sur site dans leurs usines. Et c'est trois pôles d'expertise qui travaillent main dans la main et qui aujourd'hui, notamment via la CSRD, se retrouvent à travailler sur les mêmes problématiques et à répondre sur les mêmes indicateurs. Ces expertises, elles sont aujourd'hui portées par des équipes du coup multi-expertes qui nous permettent de pouvoir accompagner tout un tas de clients sur les différents secteurs. Donc c'est la slide juste après. Alors on vous la montre simplement à titre informatif, mais effectivement voilà de pouvoir balayer tout un tas de secteurs aujourd'hui et de spécificités en fonction des secteurs, des activités. Et on le verra, la CSRD permet notamment de rentrer dans cette complexité. Le gros sujet, déjà pour commencer, c'est comment R3 accompagne les entreprises sur ce sujet, mais peut-être pour être un peu plus clair, on va revenir sur le sujet en tant que tel, la CSRD. Ce que vous voyez du coup à l'écran, aujourd'hui, la CSRD, donc c'est une directive européenne qui a été traduite rapidement en droit français pour pouvoir s'appliquer aux entreprises françaises. La CSRD, elle s'inscrit dans une dynamique globale de transparence et demande aux entreprises de venir reporter sur leurs activités extra-financières au même titre que vous pouvez le faire aujourd'hui sur vos activités financières, sur tout un tas de normes, un ensemble de normes qui a été défini du coup au niveau européen. Ces normes, elles ont été élaborées pour principalement standardiser la manière dont les entreprises reportent aujourd'hui. Ce qu'on voit depuis pas mal d'années, hein, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui émettent effectivement des documents. On parle notamment de la DPEF ou ce genre de documents extra-financiers qui ne permettaient pas forcément de comparer les mêmes données, les mêmes informations. Donc la CSRD vient répondre à cette demande en standardisant le reporting au niveau européen pour rendre compte de vos impacts environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. La CSRD, de manière générale, c'est une nomenclature qui est assez précise, vous le voyez à l'écran. C'est à la fois des normes transverses, donc qui vont définir la manière dont vous allez aborder les questions de durabilité. Donc, très simplement, c'est le quoi, le comment, c'est comment on structure le rapport. Et derrière ça, vous allez avoir des normes thématiques, c'est ce qui va principalement nous intéresser, les normes environnementales, sociales et de gouvernance. Et pour chacun de ces enjeux, on va juger l'importance de l'enjeu pour l'entreprise. On va rentrer un peu plus dans le détail après, mais à quel point ces enjeux vont être matériels ou non vis-à-vis de votre activité. Et la CSRD, elle va avoir des exigences par rapport à ça, en fonction de ce qui va être important ou non pour vous. Elle va avoir des exigences de publication, à la fois de niveau de gouvernance, de stratégie, de plan d'action, et aussi de métriques ou d'indicateurs à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment le panel général sur la CSRD. La manière dont la CSRD s'applique aujourd'hui, on a un déploiement au niveau de la directive européenne qui va se faire étape par étape en fonction de seuils qui ont été définis, de seuils assez précis qui ont été définis en amont, à la fois des seuils autour du nombre de collaborateurs, de chiffre d'affaires ou de total bilan. Et à chaque étape, le périmètre d'entreprise concerné va s'élargir. Donc, vous le voyez dès 2024 avec les entreprises d'intérêt public ou les entreprises anciennement soumises à la NFRD. La NFRD, c'est l'ancêtre de la CSRD. Donc, la CSRD vient remplacer la NFRD. Et à chaque fois, on va avoir des seuils à la fois, donc, je le disais, le nombre de collaborateurs. Donc, typiquement, pour 2024, c'est des entreprises avec plus de 500 salariés et dépassant 25 millions de total bilan et ou 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, cette notion de seuil, c'est à chaque fois que l'entreprise dépasse deux des trois seuils, elle va du coup s'inscrire dans ce planning et ce calendrier. Donc, vous le voyez, étape par étape, on a le tamis, un petit peu, le spectre qui s'élargit. Donc, ça va venir impacter de plus en plus d'entreprises. Et surtout, au-delà de ça, c'est que la CSRD elle va venir questionner l'intégralité de la chaîne de valeur de vos activités. Et donc derrière ça, ça va avoir un impact plus large. C'est pour ça qu'on parle d'onde de choc. C'est que ces travaux vont avoir un effet un peu d'embarquement à une plus grande échelle des fournisseurs, des prestataires, des entreprises qui vont entrer parfois dans les démarches volontaires parce que vous avez des intérêts aussi business, de réputation vis-à-vis de votre écosystème. Donc voilà, il y a toute une dynamique qui s'enclenche autant sur un point de vue réglementaire que pour les entreprises aussi qui vont vouloir se positionner par rapport à cette réglementation et qui vont vouloir se positionner par rapport à des standards de marché. Ce qu'on remarque également, alors on vous donne un peu le panorama Donc, aujourd'hui Valérian,
Du Oui, coup, je vous interromps un tout petit instant, mais effectivement, dans le slide précédent, vous avez évoqué le sujet, mais on voit, vous avez marqué un entreprise, un VSMI, donc c'est la norme CSRD volontaire tout à pour fait. les PME, y compris donc non cotées, hein, puisqu'il y a des obligations pour les PME cotées, mais en ce qui concerne les PME non cotées, il y a une norme volontaire qui existe, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, Ouais. mais voilà, c'est tout ça pour bien préciser qu'effectivement, au-delà des grandes entreprises concernées, l'écosystème va être touché. Et d'ailleurs, des normes volontaires pour les PME sont aussi en construction dans cet objectif-là. Ouais, complètement, tout à fait. Notamment, Ouais, il y a une question, comment faites-vous le lien entre la CSRD et les DPP? alors, Ça vous parle des PP? Moi, pas du tout. Non, moi non je- plus, je veux bien avoir la précision peut-être sur DPP. Ouais, bon, on attend que la personne pose la question. Digital Product Passport. Ah oui, d'accord. Euh, alors, Non, alors ça, c'est vraiment une ouais, autre directive européenne, etc., qui Ouais. fait partie du Green Deal, mais qui n'est pas visée directement dans la CSRD et qui a ses propres développements. Mais on pourra en reparler dans un Et autre. qui concerne effectivement certains produits, à mon avis, pas Oui, tous. exactement. On en a Euh, parlé la dernière fois, je me rappelle, oui, tout à fait. sur le webinaire, enfin, sur l'échange avec vous. Mm, mm. Écoutez, c'est en tous les cas, on note la question et Ouais, enfin, moi, je creuserai aussi de mon côté pour voir comment bien ouais. intégrer les batteries avec le Battery Passport. notamment, voilà, exactement. Et je me demande s'il n'y a pas Euh, de pneumatique aussi, d'ailleurs. Il me semble qu'on évoquait ça l'autre fois. Tout à fait. C'est noté en tous les cas pour la question. Merci. merci beaucoup. Donc effectivement, oui, c'est un point important sur la partie volontaire, et on y reviendra à la fin, et notamment aussi sur les notions de normes sectorielles ou non. Donc on pourra revenir sur ce sujet en fin de partage. Par rapport à ce que je disais, effectivement, donc aujourd'hui, ce qu'on voit au travers de nos accompagnements de manière générale et des échanges qu'on peut avoir avec nos clients, que ce soit sur des tailles d'entreprises assez grandes, mais comme avec les entreprises plutôt de type TPE, PME qu'on accompagne aujourd'hui, la CSRD est rapidement devenue un peu le sujet majeur RSE en entreprise. C'est pas anodin par rapport au niveau stratégique de l'exercice et aussi des attentes réglementaires importantes et du mouvement que ça crée au sein des chaînes de valeur des entreprises. La CSRD aujourd'hui, elle permet réellement d'ancrer la RSE au cœur de l'activité, au cœur du business, ce qui change pas mal par rapport à ce qu'on avait pu voir avant, puisqu'elle vient creuser des questions autour des impacts, des risques et des opportunités sur toute la chaîne de valeur et toute l'activité. Et ce travail-là, il est assez nouveau par rapport à ce qu'on a pu voir avant. On sort d'un reporting un petit peu décorrélé du business pour vraiment venir s'intéresser à ce qui se passe au sein de l'entreprise. Et du coup, face à la complexité du sujet, on voit de plus en plus nos clients aujourd'hui se renforcer sur ces sujets petit à petit et créer des emplois. C'est finalement ce qu'on partage aujourd'hui, à peu près un client sur trois, une entreprise sur trois qui va créer des postes autour de la CSRD au vu de la complexité et de la sollicitation du sujet. Et par rapport à ça, pour venir justement épauler nos clients et par rapport à la complexité du sujet, en fonction du dimensionnement des équipes ou de la maturité certains de nos clients, on va adapter la manière dont on peut accompagner. À la fois, on peut partir d'un accompagnement vraiment 360, c'est-à-dire on prend en main l'intégralité des sujets de bout en bout. Mais on peut également se positionner de manière différente. On a des approches aujourd'hui de coaching pour autonomiser nos clients et les faire monter en compétences étape par étape. Mais on peut également, pour certains de nos clients, aller venir focus sur des sujets très spécifiques. On donne l'exemple, par exemple, de la norme E4 sur la biodiversité, hein. C'est des sujets aujourd'hui qui sont spécifiques, qui sont peut-être pas forcément aussi bien traités que, par exemple, des sujets carbone au sein des entreprises. Et donc, on va aller ici s'appliquer à aller creuser ensemble à aller appliquer des méthodologies aussi précises et aussi fines qu'on peut avoir sur le carbone, avec une approche qui est méthodologique, étape par étape, et on va venir équiper les clients sur ce sujet.
Aujourd'hui, la CSRD, en tout cas au niveau des R3, c'est une équipe et un outillage spécifique. Alors, vous le voyez à l'écran, donc c'est Ludovic qui pilote l'activité avec une quinzaine d'experts. Ce qu'on voit aujourd'hui en très peu de temps, c'est qu'il y a une grosse montée en force, une grosse demande de nos clients. On a à peu près 25 entreprises accompagnées aujourd'hui en parallèle, de l'entreprise PME jusqu'à l'entreprise du CAC 40, sur des problématiques différentes en termes de maturité, de dimensionnement. Et on vient également épauler cette équipe via un outil et du coup aussi équiper nos clients, un outil qui va nous permettre de réaliser cet accompagnement et de pouvoir justement reporter sur cette CSRD. Et je pense que je vais peut-être du coup laisser la parole à Ludovic pour la suite des questions, notamment sur les difficultés aujourd'hui que rencontrent les entreprises par rapport à ce sujet. Et puis aussi une nouvelle philosophie. Enfin, moi, je trouve que cette réglementation, comme vous le disiez, Valérian, au-delà d'un simple reporting, invite l'entreprise vraiment à se questionner. Et c'est cette démarche qui peut être intéressante et enrichissante, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Valérian peut l'illustrer avec différents échanges qu'on a eus avec des clients récemment où voilà, on se dit bah, on peut plus travailler d'un côté avec la stratégie business et de l'autre côté les actions RSE. Là, ça devient à la fois trop complexe et imbriqué, donc ne faisons plus qu'un seul projet. Donc nos clients en profitent pour rapatrier la RSE dans tous les métiers. C'est vraiment ce qui se passe. Oui, et je pense que aussi ce qui est intéressant, et c'est quand même une nouvelle dynamique aujourd'hui, c'est que les, là où avant le sujet RSE était cantonné plutôt à la fonction RSE, voire dans des fonctions RH, communication, on a des nouveaux mariages qui se créent au sein de l'entreprise et qui ne sont pas anodins. De plus en plus, la direction RSE où les personnes en charge de ce sujet-là vont s'associer à la direction financière dans cette notion de reporting, et parce que aussi le sujet est tellement connecté avec les enjeux business qu'il y a une nécessité d'associer les différentes fonctions de l'entreprise et d'après de les faire descendre dans les différents métiers, puisqu'on va le voir un peu après, la complexité de la CSRD, c'est plutôt aussi la remontée de la collecte des données qui va venir de chacun des métiers de l'entreprise. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de pouvoir travailler en équipe, et effectivement la philosophie change complètement par rapport à ce qui se passait avant. Voilà, effectivement, pour compléter, le premier raccourci qui complique le projet, c'est que le sponsoring du projet, il n'est pas complet. Il n'y a que la direction RSE qui travaille dessus. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est compliqué. Il n'y a souvent pas de bande passante ou d'appétence particulière, mais il faut aller prendre son bâton de pèlerin pour faire de la sensibilisation au niveau CODIR. Et mon conseil numéro 1, c'est d'impliquer la direction financière dès le début et ne pas les laisser de côté parce que on parle de reporting et on parle aussi d'auditeurs à la fin. Et donc, dès le début, il faut qu'ils soient impliqués. Ça, c'est vraiment très important. Les projets qui ne marchent pas très bien, c'est quand on n'a pas ça qui est là au début. Deuxième point, c'est malheureusement, vu la complexité de la chose, la non-conformité. La méthode d'analyse doit respecter un certain nombre d'étapes et de concepts qui sont nouveaux. Ça demande une traduction de textes de loi qui sont lourds. Et si on ne le fait pas, on l'a déjà vu, pour les premières entreprises qui vont devoir publier l'an prochain, il y a des remises en question par les auditeurs de durabilité sur la conformité et la sincérité. Donc, il faut refaire le travail. Ou il faut refaire le travail avec une autre équipe. Donc, vraiment, c'est décourageant pour les personnes qui ont piloté le projet. Donc, il y a quand même ce sujet de respecter la méthodologie d'analyse et donc de ne pas vouloir aller trop vite non plus et trop simplifier. Et puis la dernière chose, c'est effectivement le refus d'obstacles. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être jugé. Alors moi, je voudrais quand même rappeler que la CSRD, c'est une obligation de dire ce qu'on fait, mais pas de faire. Donc même s'il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, il n'y a pas l'énergie ou il n'y a pas les compétences, ça suffit. C'est ça qu'il faut mettre dans le rapport. Donc on n'est pas là pour faire tout ce qu'on devrait faire. Et puis deuxièmement, ce rapport, il est aussi tourné vers le positif, c'est-à-dire vers les impacts positifs de l'entreprise et vers les opportunités que son business crée en termes social et environnemental. Et donc, dans le rapport, il y a aussi tout cet aspect-là. On n'est pas que sur le négatif. Et c'est vrai que cet aspect-là peut être poussé dans la communication.
notamment pour les industries autour de l'automobile. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu de dire tout ce que vous faites de bien et de le faire savoir, parce que il peut y avoir des caricatures et des raccourcis par rapport à votre produit principal qui est la voiture, qui ne sont pas justes par rapport aux actions qui sont entreprises dans toutes les tailles d'entreprise. Le rapport de durabilité, aussi l'opportunité de communiquer là-dessus et de mettre ça en avant par rapport à vos investisseurs et à vos partenaires. Je ne sais pas si vous parlez un peu plus de l'analyse de double matérialité, mais juste, juste pour dire que on dit, en fait, elle n'est pas obligatoire. Enfin, l'autorité des normes comptables dit l'analyse de double matérialité n'est pas obligatoire, n'est pas absolument indispensable au niveau de la CSRD, etc. En fait, on se rend compte qu'au-delà du critère, savoir si c'est obligatoire ou pas obligatoire, c'est surtout qu'elle présente un vrai intérêt pour bien valider en fait ces enjeux. En fait, la double matérialité, enfin, vous allez expliquer de ce dont il s'agit, mais c'est bien d'identifier ces enjeux, ce qui va nous impacter et en quoi on va être impactant également. Et du coup, ce travail de réflexion est très enrichissant pour les entreprises. Et donc, même s'il n'est pas forcément indispensable, en tous les cas, c'est ce que dit l'autorité de normes comptables, mais bon, il faut bien voir avec votre organisme tiers qui viendra effectivement vous auditer, qui valide bien tout ça, parce qu'il va vous demander, mais pourquoi vous avez identifié tel ou tel enjeu. Bref, donc voilà, au-delà de l'obligation, c'est surtout l'intérêt que cela peut présenter qui me semblait intéressant à soulever, puisqu'on entend parfois dire, ah bah oui, mais la double matérialité n'est pas obligatoire. Ok, mais ce n'est pas une question d'obligatoire, c'est une question d'intérêt. C'est clair. Même si Alors, l'exercice n'est pas simple. Mais non, bien sûr. On va passer à une étape plus de recommandations et de voir un petit peu comment nous, on travaille avec les entreprises qui s'y préparent déjà. Je pense que ça peut intéresser tout le monde parce que vous allez voir que une entreprise de Lorraine m'a dit l'autre jour, au début, on était très inquiets, on pensait que la CSRD, c'était impossible. C'est un peu comme si d'habitude, on mangeait du poulet et que là, on nous demandait de manger un éléphant. Et puis au final, on se rend compte que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut y aller bouchée par bouchée. Et au final, ça passe. Eh bien, effectivement, on peut décomposer ça avec différentes étapes dont Valérian va vous expliciter plus la nature. Merci Ludovic pour le passage de relais. Effectivement, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on séquence ce travail-là pour qu'effectivement il soit plus digeste. La première étape qui nous semble primordiale pour démarrer ce type d'activité, ce type d'exercice, ça va être de venir sensibiliser et impliquer alors différentes populations, à la fois les personnes, les équipes, les pilotes projets qui vont s'occuper de la CSRD en interne, mais également, idéalement, l'ensemble des dirigeants de l'entreprise dans cette approche autour de la CSRD parce que c'est un nouvel exercice, c'est un exercice qui est complexe, qui va évidemment solliciter des personnes en interne et c'est important que le comité de direction puisse comprendre les enjeux et puisse comprendre la démarche et voir à quel point la CSRD, au-delà de l'exercice réglementaire, va venir nourrir leur vision stratégique, la manière dont ils souhaitent piloter l'entreprise. Donc une première étape pour nous qui est clé, c'est cette phase d'embarquement et de sensibilisation. La deuxième étape, alors on l'a fait de manière assez schématique, hein, mais la deuxième étape, qui est une étape effectivement assez importante, c'est l'étape de la double matérialité. Ce qu'il y a derrière la double matérialité, c'est simplement le fait de pouvoir être en capacité de justifier les enjeux, c'est-à-dire quels enjeux vont être matériels, quels enjeux vont être importants pour mon entreprise et quels enjeux sur lesquels je vais devoir du coup reporter et apporter des justifications auprès de l'OTI, de l'auditeur qui va venir regarder votre rapport. Cette phase de double matérialité, elle est importante parce que c'est là où vous allez consulter à la fois des parties prenantes en interne et en externe, si vous le souhaitez. Et c'est aussi le moment où on va regarder de manière un peu plus détaillée. Généralement, ce qu'on fait, nous, c'est avec des études sectorielles qui nous permettent de définir les impacts à la fois sur une matérialité qu'on appelle financière. Je reviendrai un peu plus en détail sur la slide suivante. C'est vraiment la partie risque, opportunité financier par rapport à chacun des enjeux. Et la matérialité d'impact, c'est l'aspect dans quelle mesure l'entreprise va avoir un impact positif ou négatif sur son environnement, sur son écosystème. Donc cette analyse-là va nous permettre de vraiment donner de la justification sur ce qui est matériel ou non pour votre activité. Une fois qu'on a réalisé... Oui. Pardon Valérian, puisqu'on parle d'aspect financier, je pense qu'il y a quelque chose d'important peut-être à signaler à ce stade-là. C'est l'intérêt, au-delà de l'intérêt même des banques et des investisseurs en général par rapport à ce reporting, et que si ce reporting, cette CSRD a été mise en place, c'est aussi
et surtout, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire, hein, mais que historiquement, c'est dans le cadre d'une Green Deal sur le fait qu'au niveau européen, il y a une volonté d'avoir une transition et d'accompagner en fait l'économie vers une transition écologique et innover dans le domaine de la protection de l'environnement et donc de flécher les investissements vers les activités les plus innovantes et les plus engagées en matière de RSE. Et donc, pour flécher ces investissements, il faut que les investisseurs aient les moyens d'évaluer en fait que les entreprises sont effectivement engagées en matière de RSE. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée cette directive CSRD voilà, qui a été transposée au niveau français, etc. Donc, on voit bien que tout ça vient d'une finalité qui est l'investissement fléché vers l'économie dite verte, hein, je ne sais pas Tout comment à il fait. faut dire, mais Non, voilà. non, c'est ça. Le pacte vert européen, à la base, c'est de se dire comment on fait les objectifs, notamment de moins 55% sur le carbone. Il faut mettre les entreprises à contribution. Donc, pour mettre les entreprises à contribution, il faut que celles qui vont dans le bon sens reçoivent les bons investissements et que malheureusement, celles qui ne font aucun effort là-dessus aient un peu moins d'accès aux investissements. Voilà, c'est vraiment la philosophie de base. Et donc, ce texte, la CSRD, est un des 17 textes qui sont sortis sur le sujet, mais c'est le plus avancé. Exactement. Effectivement, c'est l'intérêt aussi là-dessus, c'est de pouvoir, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette notion de transparence. À la fois, je communique en transparence, mais surtout, je permets de pouvoir comparer les éléments et de pouvoir comparer les entreprises entre elles, et du coup, d'être en capacité de valoriser les entreprises qui s'engagent réellement vers ces solutions de durabilité. Donc, ce qu'on se disait en termes d'étapes, on sensibilise, on embarque le collectif, on réalise cet exercice pour pouvoir justifier sur les enjeux, ce qui va être matériel ou non. Et à la suite de ça, une fois que vous avez vos enjeux matériels, donc vos enjeux importants, vous allez pouvoir tirer le fil et définir, au regard de la réglementation, les indicateurs sur lesquels vous allez devoir suivre. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui est matériel, vous allez avoir les indicateurs sur lesquels vous allez devoir reporter dans le cadre de votre rapport de durabilité. Et ça va être un moment important puisque là, on va devoir embarquer les équipes opérationnelles, les collaborateurs pour venir collecter les différents points de données pour répondre à ces différents indicateurs et de faire le compte entre les indicateurs que vous suivez déjà, sur lesquels il n'y aura pas de retravail à réaliser, et les indicateurs qui vous manquent, que vous allez devoir construire pour pouvoir répondre aux attentes de la CSRD et dans cette volonté d'être dans des éléments de comparaison par rapport aux autres entreprises. Une fois que vous avez fait... Oui. Juste, tout à l'heure, on a parlé un peu des entreprises donc, qui étaient concernées avec, pour l'exercice 2024, donc reporting en 2025, les entreprises aujourd'hui soumises à des PEF. Mais je ne sais pas si on a évoqué le prochain seuil, c'est-à-dire sur l'exercice 2025, reporting en 2026. Peut-être bien rappeler quelle est la cible de cette étape-là, parce que je pense qu'on a peut-être passé un tout petit peu vite. Oui. Je me souviens qu'en réunion l'autre jour, on a parlé, en fait, on s'est rendu compte que… Tout à fait. Mais pour les entreprises qui vont publier en 2026 sur l'exercice 2025, les seuils sont de plus de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions de total bilan. Donc, il faut que l'entreprise, si elle dépasse deux de ces trois seuils, devra reporter en 2026 sur l'exercice 2025. Voilà, on est bien sur 2 de ces 3 seuils et non pas comme pour cette année, plus de 500 et dépasser l'un des 2 critères. Là, on est bien sur les entreprises qui dépassent 2 des 3 seuils suivants, plus de 250, 50 millions de CA, 50 millions de total de bilan. 25 millions de total bilan, oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi. Non, ça arrive. Tout à fait. Je pense que c'était important de bien se le rappeler parce que… Tout à fait. Sur la partie obligatoire, mais encore une fois, on va voir après que finalement, ça va concerner d'autres acteurs aussi. Tout à fait. Et du coup, une fois qu'on a réalisé ce travail, donc sensibilisation, embarquement, étude de matérialité, on a défini les indicateurs qu'on devait suivre, on fait cette collecte des données, qui est un travail important et nouveau. Et une fois qu'on a réalisé cette collecte des données et qu'on est capable de pouvoir répondre aux différents indicateurs, c'est l'opportunité. Et c'est là aussi, on revient sur un exercice stratégique. À la fois, on fait une feuille de route de conformité, comment on va mettre en place le suivi de ces indicateurs dans le temps, puisqu'une fois qu'on a fait le travail, il faut le pérenniser dans le temps. Et puis également, c'est le moment de soit mettre à jour,
soit définir votre feuille de route RSE au regard des résultats que vous avez pu avoir avec cet exercice de CSRD. Autant utiliser le travail et la sollicitation des équipes pour en faire un exercice stratégique et qui va vous permettre de vous donner de la visibilité sur les prochaines années. C'est généralement nous ce qu'on fait avec nos clients. Pour des gros clients, ça va être de la mise à jour de stratégie et de feuille de route. Pour des clients un peu moins matures, ça va vraiment être de définir ça à cette étape-là, une feuille de route ou une stratégie qui leur permette d'avoir de la visibilité sur les prochaines années. Ça, c'est l'exercice un peu stratégique et on revient à l'exercice purement réglementaire qui est une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, on va structurer le fameux rapport de durabilité. Avant, on parlait de DPF, aujourd'hui, on parle de rapport de durabilité qui va venir illustrer l'ensemble des actions menées au travers de cet exercice pour pouvoir justement identifier et publier l'ensemble des impacts, des indicateurs que vous allez suivre et du coup de l'état actuel de la situation et des potentiels plans que vous mettez en place pour les prochaines années. Ce rapport de durabilité, du coup, il devrait être structuré et publié sur une plateforme dédiée dans un langage spécifique. Mais bon, ça, après, on rentre un peu dans les détails. Mais voilà, ce sera un rapport qui sera publié sur une plateforme. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Cette slide, c'est simplement pour faire un focus plus méthodologique, puisque l'exercice, notamment autour de la matérialité, n'est pas forcément très clair au premier abord. Ce qu'on fait généralement, pour être un peu plus précis, c'est qu'aujourd'hui, la CSRD, elle a défini une cartographie d'enjeux spécifiques réglementaires. Donc, généralement, donc, tout à l'heure, on parlait des normes. Vous avez vu le tableau avec les normes. Au sein de ces normes, donc là, ce qu'on appelle les ESRS, on va avoir des enjeux, des sous-enjeux et des sous-sous-enjeux. L'objectif, c'est que c'est vraiment un peu tentaculaire, mais on rentre de plus en plus dans les détails. Et quand on parle d'environnement, évidemment, il y a plein de sujets qui rentrent dedans. Et petit à petit, on va rentrer sur des sujets de pollution, pollution de l'air. On va rentrer de plus en plus en détail. Donc aujourd'hui, on a 67 sous-enjeux sur lesquels, qui ont été cartographiés par la CSRD. L'objectif, nous, notamment quand on travaille avec nos clients, ça va être de réaliser l'analyse de ces enjeux-là, c'est-à-dire qu'on va réaliser une analyse documentaire sectorielle sur chacun, soit des sous-enjeux ou sous-enjeux en fonction de la granularité dans laquelle on souhaite rentrer, pour définir quels sont les potentiels risques financiers. Donc, risque financier, c'est risque business, risque réputationnel, risque opérationnel, vraiment pour faire fonctionner votre activité au regard de ces différents enjeux. Et à l'inverse, regardez également le potentiel d'impact que vous avez sur votre écosystème, sur l'environnement au global, et donc ce qui gravite autour de vous et ce qui est complètement nouveau, ce qu'on ne regardait pas forcément avant la CSRD, c'est est-ce que votre activité va avoir des impacts négatifs ou positifs. Mais bon, généralement, la CSRD regarde plutôt l'aspect négatif. Est-ce que vous avez des impacts négatifs? Donc, on va réaliser généralement des études qui vont nous permettre d'avoir des éléments contextuels réalistes. Et ce qu'on souhaite faire, qui nous permet vraiment d'avoir une bonne visibilité, c'est ce qu'on appelle, nous, les interviews de consultation de parties prenantes en interne, c'est-à-dire les personnes en interne, généralement plutôt au comité de direction, qui vont définir la partie financière parce qu'ils connaissent leur entreprise, ils savent les potentiels risques. Et puis la partie d'impact, là, on va aller questionner des parties prenantes externes, votre écosystème, fournisseurs, partenaires, associations, ONG, qui vont pouvoir définir si oui ou non votre activité a un impact sur la pollution de l'air, par exemple, sur la pollution de l'eau, sur les travailleurs dans la chaîne de valeur. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça sur lesquels on va pouvoir aller regarder. Et une fois qu'on a les études et la consultation, on a la capacité de pouvoir définir ce qui est matériel ou non et ce sur quoi vous allez reporter ou non. Et donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut, comme vous l'avez dit, effectivement, les entreprises donc, concernées par la CSRD vont solliciter leurs parties prenantes, dont leurs fournisseurs. Et c'est vrai que du coup, chez nos adhérents, nous avons beaucoup de TPE, PME qui peuvent intervenir pour le compte d'eux ou être en contrat, en tous les cas en relation contractuelle avec un certain nombre de donneurs d'ordre privés ou même publics, peu importe, et que par conséquent, ils vont être sollicités et on va leur demander aussi de pouvoir partager peut-être un certain nombre d'informations, justement pour Ouais. permettre aux grandes entreprises de pouvoir faire elles-mêmes leur reporting. Donc, finalement, y compris les TPE, PME vont devoir se plonger dans ce sujet et s'interroger sur tout cela. Ouais.
Tout à fait, mais c'est effectivement le sujet qui est aussi intéressant. C'est pour ça qu'on parle d'onde de choc via la CSRD, c'est cet effet d'embarquement. Et aujourd'hui, notamment les grandes entreprises se rendent compte qu'elles ne sont pas capables aujourd'hui de rentrer complètement dans leurs ambitions, leurs enjeux, leur stratégie de décarbonation sans être accompagnées par leurs fournisseurs, leurs prestataires, donc voilà, tout l'écosystème qui gravite autour d'eux, qui leur permet au quotidien de pouvoir réaliser leurs activités. Donc, il y a cette réelle traction qui amène effectivement aujourd'hui des TPE, des PME à aussi s'intéresser à ce sujet-là. Et on le voit, nous, chez nos clients, il y a une vraie dynamique aujourd'hui d'embarquer collectivement dans cette direction, puisque toute activité finalement est liée quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur. Euh, En termes de visibilité sur la manière dont aujourd'hui on accompagne, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on souhaite avoir une approche qui est séquencée et notamment de pouvoir y aller étape par étape, de ne pas mettre toute la sollicitation sur les équipes trop rapidement. Ce qu'on voit sur des exercices pour 2020, donc de publication en 2026 sur exercice 2025, c'est qu'on invite nos clients à commencer dès 2024 à défricher ce travail-là puisque ça va être un travail qui va prendre du temps. Une CSRD, pour la faire dans les meilleures conditions possibles, généralement aussi, on a des éléments prérequis amont. Typiquement, la réalisation d'un bilan carbone est une très bonne première étape pour pouvoir rentrer dans cet exercice de CSRD. Ça va donner beaucoup plus de rationnel et d'éléments qui vont pouvoir nous permettre de compléter toute la partie, notamment environnement. Mais au-delà de ça, ça va être une analyse complète de l'activité. Qui est très utile pour démarrer un travail sur la CSRD, bien comprendre le modèle d'affaires, là où sont les impacts importants, etc. Et donc, cette première étape, généralement, on les invite à le faire dès 2024. On pose la cartographie des enjeux, on vient définir toutes les parties prenantes qui vont être intéressantes à aller interroger ou à consulter ou à questionner. Et puis, on va commencer à rentrer dans cette démarche-là pour pouvoir aller réaliser cette double matérialité. La double matérialité, c'est vraiment un moment important pour définir ce qui est matériel ou non et lancer le travail de collecte. Et le collecte de la donnée, ça va prendre beaucoup de temps, notamment derrière, de pouvoir récupérer tous les éléments. Juste là aussi, désolée, je vous interromps à chaque fois Pas de Valérie, souci. mais j'en profite parce que je vois le sujet du bilan carbone et c'est vrai que en discutant et en échangeant avec nos adhérents sur ces sujets-là, sur la partie bilan carbone, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait parfois des difficultés sur la réalisation du bilan carbone, sur quels étaient les facteurs d'émission qui étaient utilisés et que tout le monde n'utilisait pas toujours le même. Alors, même s'il y a une norme sur la réalisation d'un bilan carbone, hein, on sait que c'est quand même structuré. Pour autant, suivant le facteur d'émission que l'on utilise, voilà, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Et qu'en plus de ça, il y a quand même sur la partie scope 3, en tous les cas, possibilité d'intégrer ou de ne pas intégrer certaines choses. Enfin, voilà, on constate que pour des entreprises ayant les mêmes activités, on peut avoir au final des bilans qui sont quand même significativement différents, ce qui pose des problèmes. Ouais. De pouvoir ensuite comparer, utiliser les données, etc. Donc voilà, on a eu une réunion et Ludovic était présent sur ce sujet-là, sur le sujet du bilan carbone, et notre souhait chez Mobilian, c'est d'essayer de travailler pour définir une espèce de référentiel simple ce ne sera pas un bilan carbone, mais en tous les cas, voilà, un petit outil simple pour aider les entreprises dans la réalisation du bilan carbone, d'utiliser tous les mêmes facteurs d'émission, d'utiliser tous les mêmes méthodes de manière à être, voilà, d'avoir un peu une référence et éviter que ça parte dans tous les sens et qu'on compare des choses des valeurs, des données qui finalement n'étant pas calculées de la même manière, on ne peut pas comparer en fait. Et voilà, on l'a constaté par différents retours qu'on a eus, à la fois au niveau du métier de la carrosserie, au niveau du métier du dépannage, au niveau même des concessionnaires. Voilà. Et puis aussi, on a besoin de facteurs d'émission, c'est-à-dire sur un pneumatique, sur un véhicule. Voilà, c'est quoi, quel facteur d'émission est-ce qu'on utilise, jusqu'à quel degré de finesse on va, alors sans doute pas trop vite tout de suite, et dans le scope 3, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, au niveau des trajets, etc., etc. Voilà, donc il faut qu'on travaille ensemble là-dessus pour essayer d'un peu structurer, essayer de parler tous de la même chose et de pouvoir se comparer et éviter d'avoir des résultats qui ne soient pas cohérents. Ouais.
Mais je vous rejoins complètement. L'exercice de bilan carbone, c'est un exercice de toute façon qui aujourd'hui, il y a des méthodologies qui existent au niveau français, typiquement le Ouais, BGS réglementaire ou le GHG protocole au niveau international. ouais. Au-delà de ça, dans ces méthodologies qui ont été posées, il y a énormément de, d'éléments qui vont être itératifs, qui Mm. vont, vous allez devoir vous améliorer dans la finesse et la granularité des données. Et vous ne pourrez pas avoir quelque chose de très très précis dès le premier essai en fonction des hypothèses que vous allez prendre, des facteurs d'émission que vous avez à disposition et derrière aussi si vous le faites en réel, en kilo-euros, etc. Donc effectivement, l'exercice bilan carbone, c'est difficile de se comparer, même dans une industrie et dans un secteur similaire. Faut le voir vraiment comme un exercice en propre, un peu en bulle dans l'entreprise, et Ouais, de voir comment on arrive à s'améliorer, à réduire, d'avoir une finesse dans la donnée et derrière de pouvoir réduire ses résultats. Mais voilà. de comparatif entre activités, si vous n'avez pas pris exactement les mêmes hypothèses et les mêmes parties pris, c'est compliqué, Ouais. Effectivement, effectivement. c'est ce qu'on disait l'autre jour, il ne faut pas regarder la photo, il faut regarder le film, c'est-à-dire effectivement la progression, l'évolution, Mm. et voir comment l'entreprise arrive à réduire. Pour autant, c'est quand même aussi un facteur, enfin un élément qui est regardé par les donneurs d'ordre, par exemple. Et un donneur d'ordre qui a plusieurs sous-traitants, fournisseurs de la même activité, il va dire bah, tiens, pourquoi toi tu as ça et toi tu as ça. Mm. Voilà, donc oui, ok, c'est pas fait pour être se comparer, pour autant, c'est quand même ce à quoi ça sert, Mm. ça peut Et servir en tous les cas. effectivement, c'est là où on voit effectivement que certains de nos clients, on les invite à de parler davantage avec leurs fournisseurs, leurs prestataires, pour que, notamment, quand ils puissent échanger sur les facteurs d'émission et qu'ils utilisent les mêmes facteurs d'émission. D'avoir des éléments qui soient comparatifs. Et on bosse aujourd'hui typiquement avec des distributeurs automobiles qui, eux, ont la complexité de se comparer à des constructeurs et de ne pas utiliser du tout les mêmes données, ou en tout cas la même approche. Et Mhm. donc aujourd'hui, il y a une nécessité, je pense, de partage Ouais, au niveau de ces c'est ce qu'on va sujets. faire. On va essayer de travailler tout ça, sur tout ça pour effectivement essayer d'avoir quelque chose un peu Ouais. cadré, quoi. Je vais aller assez vite sur cette slide Oui. parce que je vois que le temps file. Mm. Ce que je disais tout à l'heure hein, sur cette notion, en fait, la CSRD, on rentre dans une dynamique un petit peu comme sur un bilan carbone, dans le sens où on va aller collecter de la donnée. On va aller collecter de la donnée avec la même logique, un peu scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire qu'on va aller s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur et on va du coup être dépendant d'une certaine manière des données externes qu'on est capable de récupérer également. Et encore une fois, on rentre dans cette dynamique de comment on va aller chercher la donnée, comment on la structure et sur qui on va aller s'appuyer au sein des équipes métiers pour aller chercher la donnée à l'extérieur. Mm. Et c'est une nouvelle fois un challenge et un travail de longue haleine. Et je vais laisser la main à Ludovic parce que je vois que le temps Oui. file. Merci Valérian. Effectivement, avec Christine et Mobiliance, on a beaucoup réfléchi à ce sujet de l'onde de choc de la CSRD. Alors, on vous en parle, c'est pas pour complexifier le sujet, mais c'est juste parce que bah, on est tous un peu en réaction. Donc, si on peut aussi un peu anticiper ce qui va se passer, c'est pas plus mal. Et c'est un petit peu l'idée ici de prendre un peu de recul. On est beaucoup rentré dans la machine sous le capot, pour prendre une métaphore qui vous parle, avec Valérian sur les différentes étapes. Mais au final, si on se replace dans une perspective long terme avec la loi Pacte en 2019, cette CSRD aujourd'hui, et demain sans doute des contraintes à la fois réglementaires, mais aussi des envies de chefs d'entreprise qui veulent à la fois proposer un chemin pour l'entreprise qui n'est pas que économique, mais qui est aussi humain et RSE, ou alors qui le font déjà et qui pensent que ça peut devenir un aspect compétitif pour eux. La CSRD se voit comme l'outil de la mise en place d'un nouveau pilotage de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment les deux feuilles de route RSE et business peuvent se rejoindre pour avoir des décisions qui soient basées sur du multicritère. Et effectivement, d'un point de vue interne, avec toutes les nouveautés qui sont introduites par la CSRD dont on a parlé, le fait qu'on va vers une qualité d'information qui va être équivalente à la formation financière progressivement, le fait qu'on a un auditeur de durabilité qui va faire la même chose que pour les comptes financiers, le fait aussi qu'on va publier dans ce rapport des objectifs RSE, dont le N+1, donc quelle sera l'évolution de la diversité femmes-hommes, quelle sera l'évolution des émissions de carbone, de l'empreinte biodiversité de l'entreprise. On va s'engager quelque part à travers des objectifs, puisque c'est une exigence des textes. Et puis, on va avoir aussi un chiffre qui va ressortir au final de tout ce coût de la transition. Tout ça, ça va
bouleverser la façon de piloter les entreprises internes, parfois de manière sereine, dans d'autres cas plus compliqués. Et on va avoir des évolutions qui sont déjà en cours sur les entreprises les plus grosses, une formalisation plus importante des politiques RSE, une donnée RSE qui va être aussi plus disponible, de meilleure qualité et plus facile à vérifier, donc un gain de crédibilité. On en a parlé pour le carbone, hein, mais ça va se passer pour le carbone et pour d'autres sujets. Une implication plus grande de la DG et du DAF, et donc en général, quand les chapeaux à plumes s'occupent d'un sujet, toute l'entreprise se mobilise. Et puis aussi des questions de pilotage, de savoir comment on va atteindre les objectifs, comment on va réussir à trouver un ROI. Et il y a deux scénarios, hein. Il y a le scénario de l'approche réglementaire que l'on voit. On accompagne des entreprises qui veulent faire le strict minimum, mais qui se retrouvent du coup avec deux pilotages en silo, le business plan d'un côté et la CSRD de l'autre. Et puis, on a des entreprises qui veulent fusionner les deux et qui, du coup, mettent à l'ordre du jour de leurs instances traditionnelles budgétaires, de décisions RH, etc., les indicateurs issus de la CSRD qui deviennent vraiment source de décision. Quelque part, ça peut aboutir sur un cockpit pour essayer de piloter le coût de la transition avec un nouveau cahier des charges qui soit que le CODIR utilise tous ces chiffres. Vous voyez aujourd'hui, avant la CSRD, vous les connaissez, ces chiffres. Ce sont des indicateurs que tout le monde suit aujourd'hui pour piloter une entreprise et qu'on retrouve dans nos objectifs personnels en termes de rémunération et de variables si on a la chance d'en avoir un. Et aujourd'hui, avec la CSRD, tout ça peut s'enrichir et intégrer d'autres indicateurs de pilotage au-delà du financier qui vont véritablement pouvoir aussi permettre d'avoir plus de résultats. Parce que pour tous ceux qui travaillent sur la RSE depuis des années, voire des dizaines d'années, on a eu des résultats, mais on se rend compte que souvent, on est quand même à la peine pour passer à l'échelle. Et ça, ce n'est possible que si toute l'entreprise se mobilise. La CSRD donne un prétexte et surtout de la matière, de la data pour le faire. D'autre part, en externe, on voit déjà que les règles du jeu sont bouleversées par cette nouveauté induite par la CSRD, qui est la disponibilité de milliers de données RSE sur 50 000 entreprises, des données qui étaient difficiles à obtenir jusqu'à maintenant, qui étaient parfois partielles. Parfois, c'était du greenwashing. Parfois, c'était exigé, mais ce n'était pas public. Aujourd'hui, on a toutes ces données qui vont le devenir. Et donc, le discours marketing, les résultats obtenus et les moyens alloués vont pouvoir être vérifiés par des externes comme des investisseurs, des associations, des journalistes, les concurrents aussi. Il y a vraiment un sujet d'information et de confidentialité de l'information. Et puis aussi en cas de mouvement d'acquisition et de croissance, puisque aujourd'hui, on a des fonds d'investissement qui commencent à mettre les données RSE au même niveau que les données financières. Et donc, quelque part, ils les transforment en coûts et en risques. Et certaines acquisitions commencent à être difficiles dans le secteur de l'immobilier. Beaucoup d'actifs aujourd'hui ne trouvent pas preneur parce qu'ils sont échoués à cause d'un trop gros coût induit par l'adaptation au changement climatique, à la biodiversité, etc. Et avec le décret tertiaire, qui est une loi vraiment que française, mais on se rend compte que obtenir les moins 40%, c'est pas forcément évident et que certains gestionnaires de portefeuille immobilier commencent à écarter certains actifs sur lesquels ils ne voient pas un chemin possible et une rentabilité là-dessus. La CSRD étend ça à d'autres domaines. Pardon. Ça me fait penser aussi au sujet, le fait d'avoir de la data, de pouvoir se comparer, etc. Sur le fait que l'intention, je ne sais pas si on y arrivera, mais parce qu'aujourd'hui, vous connaissez tous EcoVadis, hein, qui est un système effectivement de notation, d'évaluation. Voilà, je ne me prononcerai pas sur la pertinence et l'intérêt. Toutefois, ça existe, c'est aujourd'hui fortement demandé. Hein, souvent, ça sert un peu de référence. Et l'autorité des normes comptables nous a dit, après je ne sais pas s'ils y arriveront, mais que l'objectif de ce reporting, puisqu'il sera public, il y aura effectivement sur une plateforme l'ensemble des informations, c'était à terme de permettre de ne plus avoir besoin de faire appel à EcoVadis, puisque ce dispositif existe et d'éviter d'avoir, et nous je pense qu'on poussera, que ce soit avec la CPME ou MEDEF ou d'autres organismes interprofessionnels, faire en sorte que les entreprises n'aient pas 46 000 reporting à faire aussi, parce qu'il y a la CSRD qui existe. Pourquoi les demander EcoVadis ou autres normes qui jusque-là étaient utilisées, mais qui, avec ce nouveau reporting-là, devrait donc ce reporting remplacer ce qui était jusque-là EcoVadis. Il va y avoir une évolution des labels et des référentiels RSE par rapport à la CSRD dans les 18 prochains mois.
Certains vont essayer d'être en harmonie, d'autres vont être plutôt en compétition et donc ça sera un peu plus complexe. Et peut-être que le législateur va vouloir aussi, effectivement, hein, dans certains secteurs, faire du ménage, parce qu'on rêve tous d'une déclaration unique RSE quelque part qui nous permettrait de remplir toutes nos obligations, mais une seule fois par an. Évidemment. Et puis, d'un autre côté, on a une dernière évolution dont on voulait vous parler ce matin, c'est qu'effectivement, les juristes, les avocats vont s'emparer de toutes ces données pour en faire de la matière qui va créer à la fois peut-être plus de performance, mais aussi certains contentieux. Et effectivement, c'est pas la même chose de porter au tribunal un sujet économique super balisé sur un non-respect des règles d'un contrat en termes de disponibilité, de prix, etc., et de le faire dans un deuxième temps sur des données RSE ou des sujets RSE. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment possible. Là, avec le reporting audité, il y a possibilité de pouvoir se défendre ou de pouvoir obtenir gain de cause sur un problème et un contentieux. Deux scénarios de la même manière, et on le voit, hein, on a des entreprises qui sont sur la défensive et qui sont en réaction par rapport à ça, parce que tradition de secret des affaires ou complexité de donner de la donnée compétitive sur le marché. Et puis il y en a d'autres qui effectivement veulent en faire un avantage compétitif et réputationnel et s'appuyer pour dire que effectivement elles sont performantes d'un point de vue économique, mais aussi RSE, qu'il faut investir sur ces entreprises, qu'il faut venir travailler dans ces entreprises et que les consommateurs peuvent avoir confiance dans ces entreprises, pas simplement en termes de prix, mais aussi en termes de performance environnementale et sociale. Voilà, donc tout ça, ça permet d'aller vers un chemin aussi positif, potentiellement, et d'avoir la reconnaissance de tous ces efforts à travers des certifications dont on n'a pas parlé pour le moment, mais qui existent effectivement, comme le label B Corp ou la trajectoire SBTi pour le carbone. Voilà pour notre introduction de ce matin à ce sujet passionnant. Vous êtes bien sûr tout à fait en droit de nous contacter si vous voulez que nous travaillions ensemble. On va continuer avec Christine au niveau de Mobiliance à voir comment on peut aussi vous aider. C'est un sujet complexe mais qui est aussi passionnant si on arrive à le relier à la trajectoire business. Pour compléter, je voudrais vous faire aussi un petit focus sur la norme volontaire. Alors, attendez, hop. Voilà. J'utilise un support de la CPME avec qui nous travaillons bien sûr sur tous ces sujets-là et en particulier sur la norme volontaire pour les PME, donc qui vient compléter cette CSRD. Sachez par ailleurs qu'il va y avoir des normes dites sectorielles, c'est-à-dire qu'au niveau européen, un travail est fait secteur par secteur pour spécifier au niveau de la norme, de la réglementation CSRD, secteur par secteur, voilà, les grands enjeux, les indicateurs. Voilà, on va apporter un complément d'information par rapport à la réglementation CSRD. Donc ça se fera secteur par secteur. Et dans tous les cas, pour les PME, voilà, il y a un dispositif qui existe, qui est un texte réglementaire qui a été mis en consultation jusqu'au mois de juin pour permettre aux PME également d'avoir possibilité d'avoir des indicateurs en matière de durabilité. Donc, ça a été fait avec l'EFRA, qui est un organisme européen, et qui a demandé effectivement quelle était l'acceptabilité du projet de normes pour les PME. Et donc, il y a 3 modules. Un module avec 11 indicateurs. Donc, vous voyez, par exemple, il y a le bilan GES scope 1 et 2, pas 3. Pollution de l'air et sol, biodiversité, eau, économie circulaire, salariés, sécurité au travail, rémunération, etc. Un deuxième module, donc le premier est très quantitatif, le deuxième est plus qualitatif, plus descriptif, mais aussi avec donc des indicateurs sur les politiques et les actions de l'entreprise, donc là plus descriptif, et un module 3, toujours avec 11 indicateurs sur la partie finances durables, donc sur des éléments plus financiers, relations fournisseurs, etc. Donc voilà par exemple à quoi cela ressemble, la norme 1.
module 1 pardon, de cette norme volontaire pour les PME. L'objectif, c'est d'être aligné avec la norme pour les grandes entreprises et d'avoir des indicateurs qui permettent ensuite de transmettre ça ou nourrir plutôt le travail et la collecte d'informations des donneurs d'ordre avec lesquels on travaille et qui seraient soumis à la CSRD. Donc voilà, je ne vais pas tous les lister, les regarder, vous pourrez en prendre connaissance, on vous partagera ces informations-là. Mais voilà, vous avez donc la partie consommation d'énergie, émissions, pollution de l'air, sol, biodiversité, eau, etc. La suite du module 1 et le module 2, donc qui est plus descriptif sur, là on trouve une mini analyse de double matérialité à l'échelle des PME, TPE. Et donc, voilà, on a été consulté là-dessus et on a pu émettre un certain nombre d'avis sur le fait que, effectivement, c'était pas toujours très abordable, y compris pour des TPE, PME, et même si on voulait faire simple, c'était finalement pas si simple que ça. Donc, on verra quelle sera la version définitive de cette norme volontaire qui sera publiée, mais donc il y aura bien cette possibilité d'avoir cette norme volontaire. Très clair. Alors, avez-vous une visibilité pour notre secteur automobile? Aurons-nous des indicateurs européens pour nos métiers? Donc, effectivement, il va y avoir une norme sectorielle sur tout ce qui est lié au transport, road transport, comme ils disent. Par contre, ça ne va pas être tout de suite. Il y a quand même un temps de travail qui va être mis en place. Et par ailleurs, avec R3, nous souhaitons travailler pour proposer des guides, des petits outils méthodologiques pour aider les entreprises, leur faciliter la mise en place de cette réglementation, au moins pour dégrossir le sujet. On souhaite également travailler sur des formations pour aider et accompagner les entreprises sur ce sujet-là, sachant que, bien entendu, il y a un moment où chacun devra aussi aller au-delà de cet aspect collectif que l'on peut faire avec vous et travailler avec des experts qui pourront les accompagner pour vraiment mettre en place, piloter sa stratégie et mettre en place cette réglementation dans les entreprises. Mais voilà, notre objectif chez Mobiliance, c'est de pouvoir au moins vous permettre de franchir les quelques premières étapes pour initier cette dynamique et vous lancer dans cette réglementation. Ça peut être notre relais auprès de moi. Eh bien, justement, vous avez là l'adresse de chez Mobiliance. Donc, il y a une adresse, c'est rse@mobiliance.fr. Et donc, avec Inès, nous recueillons donc vos demandes et nous essayons de vous apporter des réponses. Et quand nous ne pouvons pas, nous vous mettons en contact aussi avec des experts parce que on ne peut pas répondre à tous et chacun a son rôle. Nous, on est là vraiment pour vous sensibiliser, vous informer, vous donner quelques premiers outils et puis ensuite passer la main à des experts qui ensuite prennent le relais pour vous accompagner personnellement dans votre démarche en tenant compte des spécificités de votre entreprise. La date sur le guide, je sais que R3 et Ludovic est tout à fait prêt à ce qu'on aille très très vite. Il faut qu'on voit ça avec Mobiliance sur comment on va travailler, mais on espère d'ici la fin de l'année, dans l'idéal, ce serait bien. Voilà. Écoutez, je vois l'heure qui tourne. Il est bientôt midi. Désolée, on n'a certainement pas répondu à toutes vos questions, mais l'objectif, c'était vraiment de commencer un peu à vous sensibiliser, à essayer de mieux comprendre ce que c'est que cette CSRD, en quoi finalement on va tous être concernés. Et puis, bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir et puis on vous tiendra au courant sur comment Mobiliance peut vous aider, vous accompagner dans les premières étapes pour initier vos démarches. Et puis, n'hésitez pas à contacter, que ce soit R3, Calix ou chez Mobiliance à l'adresse ci-dessous. Si vous avez des questions, voilà, on sera toujours là pour essayer de vous accompagner au mieux, vous aider à y répondre. On aura un prochain atelier le 29 août. On n'a
pas encore de sujet, donc si un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire des suggestions, on est toujours preneurs. Et puis, il y a tellement de choses à traiter que de toute façon, on aura trouvé d'ici le 29 août. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, rendez-vous tous les mois. Et également un petit QR code si vous voulez le flasher pour pouvoir répondre à une petite enquête aussi pour connaître votre satisfaction par rapport au webinaire qu'on propose pour vous accompagner sur les sujets RSE, donc nos ateliers trajectoire durable. N'hésitez pas à répondre à cette petite enquête de satisfaction. Voilà, écoutez, encore un grand merci à Ludovic, à Valérian pour toutes ces informations. Le sujet est vaste, mais très enthousiasmant. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, Un grand merci. merci. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Très bonne fin de journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.